Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Judaïka. Il est 8 heures et comme tous les vendredis, nous sommes en ligne avec Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Yannick, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La Metula News Agency a publié un article faisant état d'avancées technologiques importantes au sujet de la défense en Israël. D'une part, la fronde de David, de l'autre, le Ketz 3. Alors Stéphane, pour commencer, pouvez-vous nous détailler ces nouveautés ? Bon, c'est bien, j'apprends maintenant qu'on a toute la matinée sur Radio Judaïka, parce que c'est ce qu'il nous faut pour détailler ces On va avancées. essayer d'être un peu plus court quand Euh, même. la fronde de David, la fronde de David, c'est l'élément intermédiaire du bouclier aérien israélien qui compte 3 étages, donc on parle de l'étage intermédiaire. La fronde de David, c'est ce qui intercepte les roquettes, les missiles balistiques comme les Scud, également les projectiles munis d'un système de guidage, les missiles de croisière, les drones et les avions. C'est ce qui fait le ménage, en fait, sur le ciel israélien, au niveau de ce qu'on peut voir, de ce qui est visible. En fait, et pour résumer, ce qu'est la fronde de David, eh bien, c'est une arme qui est développée principalement contre la menace qu'on appellera la menace Hezbollah. C'est exactement les armes qu'ils ont. Des roquettes, on rappelle à nos auditeurs qu'une roquette, c'est une fusée qui n'est pas intelligente, qui n'a pas de système de guidage. C'est de la poudre et des explosifs qu'on envoie dans une direction avec l'espoir de faire le plus de mal possible, le plus de tués possible. Puis les avions, tout le monde sait ce que c'est. Et c'était des 3 éléments du bouclier. Donc on les rappelle peut-être brièvement. Il y a le dôme de fer, tout le monde l'a vu à l'action contre le Hamas à Gaza, avec des résultats stupéfiants de l'ordre de 90% des roquettes qui ont été abattues, qui a protégé, qui a été peut-être et même certainement l'élément le plus important de cet affrontement, de ces derniers affrontements contre le Hamas. Donc, le dôme de fer protège l'étage inférieur. Les petites bombes, les roquettes à moyenne portée, les katyushas, les obus de mortier, et lui, il est au point. Ça fait déjà un moment qu'il est au point. Ça ne veut pas dire qu'on continue pas son évolution, son développement. Donc, partie inférieure. Partie supérieure, on va y revenir, c'est le Hetz 3, ou la flèche 3. C'est les armes qui vont intercepter des intrus, des projectiles dans la sphère qu'on ne voit pas. Maintenant, on traite déjà l'espace en dessus de l'atmosphère terrestre. C'est la menace la menace longue distance, la menace qu'on va appeler Iran pour être pratique et pour nommer les choses telles qu'elles sont. Donc le plus compliqué, parce qu'il a beaucoup d'objets différents, de vitesses différentes, de grosseurs différentes, d'altitudes différentes à développer, c'était la fronde de David. On y travaille depuis très longtemps, et il y a quelques jours, on n'a même pas le droit de vous dire exactement quand c'était, quelque part dans une base secrète au centre d'Israël, ça fait très Tintin, je sais. On a procédé, l'Institut Raphaël, l'Institut étatique qui développe les armes avancées, en collaboration avec l'organisation américaine des missiles de défense, euh, ont procédé à des tests grandeur nature, des tests qui vont de l'identification par les radars des intrus, l'information à une vitesse de quelques millisecondes est transférée au centre de tir, le centre de tir donne ses indications, et la fronde de David sort d'un silo et va à la rencontre de ces missiles, parlons par exemple des missiles Scud qui, de manière typique, ont une portée, peuvent être tirés depuis la Syrie, peuvent contenir des agents chimiques ou bactériologiques, et donc ont une portée de 200 km, difficile à intercepter. Eh bien, les tests se sont révélés absolument positifs, c'est-à-dire du début de l'identification
et jusqu'à l'interception, une vraie interception, hein, donc avec explosion. Comme on n'a pas de Scud sous la main, eh bien, on a utilisé des missiles Sparrow que Rafael fabrique également, qui sont placés sous l'aile dans F-15 et qui ont les mêmes caractéristiques, peu ou prou, qu'un Scud. Eh bien, ces missiles ont été interceptés par la fronde de David. La fronde de David a fait son boulot et à notre avis ici, surtout celui de notre spécialiste en armement Jean de Sadic, c'est une affaire de quelques semaines jusqu'à ce que cet armement, cette fronde de David, dernier cri, il y en a déjà qui sont déployés sur le territoire israélien. C'est la première version. On appelle ça à la MENA une version expérimentale même, parce qu'on avait besoin, même si c'était pas tout à fait au point, de couvrir cette partie du ciel. Et bien maintenant, on a une fronde de David qui est vraiment bien développée, qui fait vraiment son boulot, et c'est un développement extraordinaire. Tout ce dont on discute dans cette partie de notre intervention ce vendredi matin, c'est presque de la science-fiction, c'est de la guerre des étoiles. Surtout qu'on passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le fait que le Chetz 3 a été déclaré opérationnel le 17 janvier dernier. Alors, le Chetz 3, lui, est développé avec Boeing, donc la société qui fabrique les avions, et c'est une fusée exo-atmosphérique, c'est-à-dire que l'interception se produit hors de l'atmosphère terrestre. On a une fusée qui est assez grande, à 2 étages. Le premier étage va propulser la fusée en dehors de l'atmosphère terrestre, disons à peu près 100 km du sol. Et là, il se trouve dans l'espace, comme les capsules spatiales, comme là où les cosmonautes se promènent. Et le Chetz 3 va arriver dans l'espace avant le missile balistique iranien. Il va l'attendre. Il va l'attendre quelques secondes. On parle d'un processus qui se déroule dans l'ordre de vitesse de 17 km à la seconde. Toute l'affaire doit durer 30 secondes. Mais c'est en même temps énorme au niveau de ce genre d'armement. Donc on a un missile israélien qui se trouve dans l'espace et qui a un véhicule tueur. Un véhicule tueur, c'est une sorte de grande bombe, mais qui a une poussée vectorielle. Il a un réacteur avec du carburant de fusée et il est capable de se diriger. Il est même capable de se diriger de manière très flexible. Il peut faire des tournants, il peut monter, il peut descendre. Et c'est un des principaux atouts du Chetz 3. Donc, il va attendre le missile balistique iranien. Et puis, pendant ce temps, on acquiert toujours plus d'informations concernant la trajectoire, l'altitude, la vitesse et l'objectif visé par le missile iranien. Attention, un missile iranien qui a plusieurs ogives, c'est-à-dire qu'on a une fusée et dans cette fusée, on a 5, 6, 7 sous-fusées. Donc, plus on l'atteint, ce qu'on veut faire, Stéphane, on a d'autres sujets aussi. Oui. On a d'autres sujets aussi et pas beaucoup de temps, donc peut-être conclure là-dessus. Ok, je vais terminer peut-être là-dessus, Yannick. Plus on l'atteint proche de l'endroit où il a été tiré, et plus on a de chances qu'il n'ait pas encore tiré ses multiples ogives. Eh bien, tout simplement, le véhicule tueur va se coller au missile iranien, au missile balistique iranien, et puis il va exploser avec un taux de réussite de 99%. De 99%, c'est absolument incroyable. Et si on l'a loupé, on a encore la chance d'envoyer 2 à 3 autres missiles. Et bien entendu, je termine ce sujet là-dessus, ça intéresse énormément par exemple les pays d'Europe de l'Est avec le regain de tension qu'on connaît avec la Russie. Ça intéresse énormément nos voisins arabes sunnites qui ont des problèmes les mêmes que nous face aux menaces iraniennes. Donc c'est vraiment une réalisation qui a un impact à la fois technologique et politique absolument énorme, Yannick.
Voilà Stéphane, alors on va passer à un autre sujet. Donc Israël a annoncé mardi dernier la construction de 2500 logements supplémentaires en Judée et Samarie, la plus importante annonce du genre depuis des mois. Alors la Maison-Blanche n'a pas encore vraiment commenté cette information. Le gouvernement israélien semble se sentir pousser des ailes suite à l'investiture de Donald Trump. Alors Stéphane, première question assez simple. Est-ce que Trump approuve-t-il ces constructions ou pas du tout? Alors Trump a décidé de ne pas en parler. Il a décidé que c'était les affaires d'Israël. Et puis, ne pas en parler tout de suite, mais il va en parler parce il a invité Binyamin Netanyahou à venir le voir en février. Et on sait déjà que les deux hommes ne vont pas être d'accord sur tout. Parce que, au-delà des unités de logement dont vous avez parlé, Yannick, moi j'ai le programme complet de ce gouvernement pour les mois et les années à venir. On parle de 3700 unités de logement et de 2100 chambres d'hôtel qui doivent être créées entre la Cisjordanie du Nord et la Cisjordanie du Sud. De milliers d'unités d'habitation dans la région qui sépare Ramallah et Jérusalem, de 500 unités de logement à Beth Hanina, de 21 unités d'une synagogue dans le quartier musulman de Jérusalem. Et je peux continuer comme ça. J'ai fait le compte. Il y a à peu près 20 000 unités d'habitation qui sont prévues par le gouvernement actuellement en Cisjordanie, et surtout et particulièrement, ils doivent se développer à partir de Jérusalem vers l'est, en direction de Ramallah puis Jéricho, pour créer une scission géographique en fait, de couper la Cisjordanie en deux et d'empêcher, ça personne le dit, mais c'est nous qui vous le disons, d'empêcher la création d'un État palestinien, parce que il est déjà morcelé avant d'exister, mais si en plus on le coupe en deux et on empêche qu'il y ait une communication suffisamment large entre la partie sud et la partie nord, il n'y a plus d'État palestinien. Et là-dessus, Benjamin Netanyahou devra rendre des comptes à Donald Trump, ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous échappe un petit peu, et c'est là où on dit que Benjamin Netanyahou fait de la politique politicienne. Il cherche surtout à draguer la droite et l'extrême droite israélienne. C'est que c'est extrêmement difficile à saisir, même pour nous Israéliens. Alors que ça doit être pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui nous aiment et ne nous apprécient. Eh bien, comment peut-on parler d'une voix en stéréo en disant que on œuvre pour la solution des deux pays, et puis de l'autre, en préparant des dizaines de milliers de logements maintenant tout de suite, hink et nunk, pour empêcher justement que cette solution ne puisse voir le jour dans toutes les configurations possibles. Donc ça irrite énormément, et puis il va falloir en parler. Et Yannick, j'ajoute que si Benjamin Netanyahou pense qu'il pourra dire à Trump ce qu'il doit faire, il se trompe complètement. Parce qu'on l'a vu, dès les premières décisions de Donald Trump, il se prend un petit peu pour Jésus-Christ, Donald Trump. C'est lui qui décide. Il est en train d'imposer non pas seulement la barrière avec une barrière de sécurité sur tout le long de la frontière avec le Mexique, mais il exige également que le Mexique paye pour cette barrière. Et comme les Mexicains sont pas très enchanté par cette idée, eh bien, il va imposer une taxe sur les produits importés du Mexique aux États-Unis, une taxe de l'ordre de 20%, dont l'argent va être utilisé pour construire cette frontière. Il a des idées, on ne sait pas exactement d'où elles viennent, et si Benjamin Netanyahou exagère, c'est-à-dire pense qu'il peut modeler Donald Trump comme il le veut, les relations peuvent également se détériorer très rapidement. Et si on a un Donald Trump contre soi, avec la puissance et avec surtout le mode opératoire qu'il a adopté, on rappelle à nos auditeurs qu'il a quand même défait l'accord économique avec l'Europe en 30 secondes. Un accord qui avait mis des décennies à être élaboré. En 30 secondes, il a pris un papier, il a écrit que les États-Unis ne respectaient plus cet accord et c'en était fini. Donc, c'est beaucoup des conseillers de Netanyahou qui lui proposent de faire très attention dans ses discussions avec Donald Trump, de ne pas le pousser là où il ne veut pas aller.
et de faire preuve d'autant de psychologie que de diplomatie pour servir les intérêts d'Israël. Et je dois avouer que d'après notre sentiment, ce sera vraiment pas une chose facile à faire. Stéphane, ce vendredi 27 janvier, donc il y aura 72 ans que les troupes soviétiques libéraient le camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. L'Assemblée générale des Nations unies avait voté le 1er novembre 2005 une résolution faisant de cette date symbolique la journée internationale du souvenir de la Shoah. Netanyahou était hier à Yad Vashem pour un discours, un bref discours je pense. Alors quelle était la teneur de ce discours? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, il a rappelé les éléments factuels, il a rappelé le nombre de nos coreligionnaires qui sont morts pendant la Shoah, de manière très correcte et émouvante. Ensuite, il a fait en parallèle, et c'était l'essentiel de son discours, avec l'Iran, l'Iran qui prépare des armes pour notre anéantissement, l'Iran qui le dit, qui profère ses menaces plusieurs fois par semaine, dont les leaders annonce notre fin, notre anéantissement pour bientôt, et dit que notre anéantissement même n'est pas négociable. Alors Netanyahou a insisté sur ce point. Il a dit, et on ne peut que partager cette opinion, cet avis, que ce qui est surtout impensable, c'est que ces menaces d'extermination se font sans aucune réaction ni de la communauté internationale et ni de l'Union européenne. C'est-à-dire que on a pris une sorte d'habitude et puis on veut faire du business avec Téhéran. Donc on sait que c'est une des conditions, c'est de les laisser parler de ça. Peut-être à part l'Allemagne, Madame Merkel qui a dit que c'était inadmissible. Eh bien les autres partenaires européens sont beaucoup plus souples et ça les dérange pas plus que cela d'entendre ces menaces d'extermination, de nouvelles Shoah. Et ce que Benjamin Netanyahou a dit en substance, c'est qu'à l'époque des nazis, ça avait également commencé par des menaces verbales qui s'étaient traduites dans les faits par l'extermination de 6 millions d'Israélites. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de ne pas de prendre ces menaces au sérieux et de se préparer, comme le fait Israël, de contrer ces menaces. On a parlé des missiles. Eh ben, ces missiles sont évidemment conçus pour empêcher une nouvelle Shoah. Et puis, bien entendu, si d'un côté, on arrive avec ce bouclier antimissile à empêcher les armes de destruction massive iraniennes de toucher la population israélienne, eh ben, dans le même temps, et si c'est absolument nécessaire, nous avons également des armes offensives. C'est parce que M. Netanyahu a dit, mais c'est ce qu'il a sous-entendu, et Israël a pris son destin en main. Et on sait ce qu'on a à faire par rapport à l'Iran. Ce qu'on aimerait, et ça on va beaucoup en parler avec Donald Trump, c'est que les autres États démocratiques, les autres États qui n'ont pas forcément adopté la meilleure politique possible quand les Juifs étaient en danger en Europe juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, ne fassent pas une fois encore la même erreur et laissent en gouvernement, en système, en régime de génocidaires se développer en Iran et menacer ainsi Israël. Ça, on va beaucoup en discuter. Puis on va aussi discuter de ce dont a parlé Donald Trump pendant sa campagne électorale, c'est-à-dire la remise en cause et peut-être l'annulation de l'abominable accord sur le nucléaire avec l'Iran. Ou en tout cas de sa renégociation. Les Iraniens ont déjà dit qu'ils n'étaient pas d'accord, mais on n'est pas forcément avec quand on a la puissance des États-Unis et quand on la met en œuvre pour make America great again, pour faire de l'Amérique un pays extraordinaire et très puissant à nouveau. Eh bien, quand on a cela comme programme principal, eh bien, on n'est pas obligé absolument de prendre en compte les réticences de nos adversaires, voire de nos ennemis. Alors Stéphane, on va faire rapidement un petit dernier point météo avec vous. Alors on a un peu du mal à le croire, mais on annonce une alerte météo en Israël. On annonce même de la neige sur Metula. Ouais, ça arrive, ça arrive, Yannick. Si on avait fait Bruxelles-Metula 20 minutes plus tôt, on se serait pas entendu tellement la pluie était violente.
Depuis hier, le thermomètre est descendu d'une dizaine de degrés. Il neige en ce moment au Mont Hermon et également sur le plateau du Golan. On annonce de la neige à Jérusalem et sur les montagnes du centre du pays. Donc, on peut dire, on peut penser que cette nuit, qui sera la nuit la plus froide de cette tempête qu'on annonce et qu'on voit d'ailleurs, eh bien, il va probablement neiger sur Metula et sur les reliefs de Haute-Galilée. Il fait très froid, il fait très humide, c'est très très désagréable, et puis c'est en même temps très beau, il y a des couleurs extraordinaires. On prévoit que cette tempête va durer à peu près 4 à 5 jours. On en parlera quand Metula, on en reparlera quand Metula sera toute blanche, ce qui arrive à peu près une année sur deux. Voilà, merci beaucoup Stéphane, c'est la fin de notre entretien. Merci pour toutes ces explications. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. En vous souhaitant un merveilleux week-end à tous les auditeurs.